Donc, je m'appelle Anne de Guéry, je suis associée dans la société Antofood. Et contrairement aux intervenants de ce matin, je ne suis ni biologiste ni technicienne. Donc c'est un petit peu avec un regard candide que je vais vous parler de la recherche à la production industrielle d'insectes et dans ses aspects, difficultés et enjeux du passage à l'échelle industrielle. Et bien évidemment, ma présentation est nourrie de notre expérience, mais j'essaierai d'avoir une vision un petit peu plus globale. Donc quand on commence à élever des insectes, il y a ces trois phases, laboratoire, pilote et unité industrielle. Du laboratoire, je dirais finalement peu de choses, ça permet juste, c'est une étape qui permet de vérifier qu'on est capable d'élever, de multiplier et de reproduire les insectes, éventuellement de fabriquer des premiers lots d'échantillons en petite quantité. Mais c'est véritablement l'étape pilote qui va être cruciale dans cette préparation au passage à l'unité industrielle. Cette étape pilote, elle va premièrement permettre de travailler sur la biologie de l'insecte et de collecter des données factuelles qui ensuite vont être traitées. On va travailler sur des variables d'élevage pour pouvoir améliorer les rendements. Cette étape pilote va également nous permettre d'avoir une première réflexion et ensuite de faire des essais pour la mécanisation du processus. Et enfin, elle va pouvoir aussi nous permettre de faire des essais sur les procédés technologiques à utiliser pour transformer la biomasse en produit fini. Donc c'est important, donc, je vous parle bien évidemment du domaine du feed. Vous avez vu en première slide cette magnifique Black Soldier Fly, donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler. Et dans le domaine du feed, on est obligé de rentrer sur le marché avec des gros volumes. Et on peut estimer qu'à moyen terme, les besoins de l'industrie de l'alimentation animale en termes de farine d'insectes peut être estimé à 100 000 tonnes par an. 100 000 tonnes par an. C'est ça. C'est une estimation à moyen terme. Et on en est loin à l'heure actuelle. Donc, entrer sur ce marché, ça nécessite donc effectivement de produire des gros volumes, mais ces volumes de cette farine d'insectes, elle doit avoir un certain nombre de qualités. Donc, on est quantité, qualité, et il y a un troisième élément qui est le facteur prix, qui est extrêmement important. Et ce qu'on cherche, c'est à être compétitif. Et il faut absolument trouver le moyen d'avoir une unité industrielle rentable et éventuellement d'avoir des coûts de production qui fassent que la farine d'insectes puisse être compétitive par rapport aux commodités classiques. Et parce que si on reste avec des prix trop élevés, ça veut dire qu'on va se cantonner à des marchés de niche. Et si on reste sur les marchés de niche, bien évidemment, la filière ne pourra pas se développer comme on le souhaitait. Donc, dans ce passage à l'échelle industrielle, j'ai listé 4 étapes clés. Et donc je vous propose de commencer par la première, qui est la reproduction des insectes. La reproduction des insectes, c'est effectivement très important puisqu'il faut que l'on soit capable de produire chaque jour une quantité d'œufs pour alimenter l'unité de grossissement. Chaque jour, on va avoir également des matières premières qui vont arriver. Si on n'est pas capable de fournir des œufs en quantité suffisante, donc non seulement on aura une perte de production, bien évidemment, mais ces matières premières, elles vont passer du statut de matière première au statut de déchet avec forcément un coût de traitement. Et pour la production des œufs, il va falloir bien évidemment maîtriser tout le cycle biologique de l'insecte et travailler, j'ai parlé de la collecte des données factuelles, mais donc on va travailler sur les variables nutritionnelles, les variables environnementales, on va travailler donc sur le bol alimentaire des insectes, des larves, les conditions d'élevage, mais les personnes qui sont intervenues avant moi dans la session de ce matin nous ont donné des éléments beaucoup plus précis sur la question, donc je ne m'y attarderai pas.
Et la maîtrise de cette production d'œufs, la maîtrise du breeding, est véritablement la première étape indispensable. La deuxième étape, c'est la gestion des intrants. Donc, pour alimenter notre unité de grossissement, on va avoir un certain nombre de matières premières. Et donc, en fonction de l'endroit où l'on installe notre unité pilote, on va bien évidemment se trouver face à des disparités. Et je pense tout d'abord aux disparités juridiques et réglementaires, c'est-à-dire que, par exemple, en Europe, on va être obligé de travailler sur des substrats 100% végétaux. À l'opposé, en Asie, et on a eu ce matin M. Zeng qui nous a donné l'exemple de la Chine, donc où en Chine, ils vont être capables de sourcer une beaucoup plus large gamme d'intrants qui ne sont pas autorisés en Europe. Ça veut donc dire que les produits finis vont être utilisés sur ces marchés-là et ne vont bien sûr pas être permis à l'exportation. Et cette gestion des intrants, si on travaille sur un monoproduit qui est disponible toute l'année en quantité, en qualité, ben, on est dans le best case scénario. Mais par contre, dans la mesure où on travaille avec des produits issus de l'agriculture, des coproduits de l'agro-industrie, on va peut-être se trouver confronté à une saisonnalité de ces intrants. Et si on travaille avec plusieurs produits, l'enjeu est important puisqu'il va falloir élaborer un bol alimentaire qui soit constant en termes de qualité. Il y a deux choses qu'on va absolument assurer, c'est la pérennité des variables zootechniques et donc on veut obtenir toujours les mêmes rendements. Et la deuxième chose, c'est la pérennité des profils nutritionnels, puisque bien évidemment notre unité pilote, notre unité industrielle doit fournir des produits finis qui ont une constance de profil, et ça, c'est une obligation de la part de nos clients. Et en fait, je tiens à insister sur le fait que le marché, enfin toute la filière est quand même drivée in fine par la qualité des produits finis et par ce que demandent nos clients. Au sein de cette gestion des intrants, bien évidemment, la traçabilité aura une part très importante. Et comme je le disais tout à l'heure, monoproduit, c'est relativement simple, mais à partir du moment où on travaille sur différents produits, il faut effectivement avoir dans tous les cas, il faut avoir une traçabilité rigoureuse. Et on veut éviter, et là on se heurte à des problèmes qui ont été évoqués ce matin par des speakers à propos de de la gestion des prions, des métaux lourds, des pesticides, et effectivement, on veut absolument éviter ça, d'une part parce qu'on se heurte à la réglementation, d'autre part parce qu'on a des standards de production, qu'on a des normes en matière d'hygiène et sécurité sanitaire qui sont importantes, et comme toujours, en termes de qualité de produits finis, on doit assurer la qualité de nos produits. La troisième étape, c'est la gestion du nombre. La gestion du nombre des insectes. À partir du moment où on passe à l'échelle industrielle, on se retrouve avec des quantités phénoménales. Et donc, on va gérer des volumes. On va gérer le volume des intrants, le volume de la biomasse et le volume des produits finis. Bien évidemment, en fonction de la localisation où va être notre ferme, on va avoir, outre les variables, je vais dire, climatiques, donc conditions de température et d'ensoleillement, on va avoir des variables de rentabilité au niveau donc, qui sont listées ici, intrants, main-d'œuvre, foncier, énergie, en termes de coûts, en termes de disponibilité, en termes de qualité et de quantité. Et donc, pour vous donner un exemple, entre la France et Madagascar, si on implante une unité en France, on va y avoir des contraintes foncières et de personnel assez importantes, alors que si on est installé à Madagascar, on va avoir beaucoup plus de latitude avec un foncier qui est beaucoup moins cher et une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère.
par contre pas forcément qualifiés. Et donc je ferai juste une petite parenthèse et dire que cette étape pilote, elle a aussi son importance pour la formation des personnels, puisque comme la filière insectes est une filière émergente, cette étape de pilote permet de former des personnels. Et donc je suis ravie de voir aujourd'hui qu'il y ait autant d'étudiants au colloque. Ça montre bien l'intérêt pour le secteur. Donc, quel que soit le choix, c'est-à-dire que l'on travaille en extensif ou en intensif, on travaille sur de tellement gros volumes qu'on est obligé de mécaniser. Alors cette mécanisation, elle peut être effectivement, quand on est dans des rendements intensifs très élevés, une mécanisation totale de A à Z. Mais dans tous les cas, même si on est à plat, les volumes font que la mécanisation est nécessaire. À l'heure actuelle, il n'existe pas de chaîne intégrée, on ne peut pas acheter sur catalogue une chaîne intégrée qui vous permette de gérer les volumes de A à Z dans le process. Donc bien évidemment, les acteurs qui sont sur le marché, sur le secteur, vont avoir tendance à développer, avec l'aide de certaines sociétés, comme on a pu le voir ce matin, à développer donc des chaînes de process et des chaînes de mécanisation. Mais à l'heure actuelle, vu les variables de rentabilité et les variables, donc ces variables géographiques, il n'existe pas de solution miracle. Et on travaille, je pense que ça va s'affiner dans les années à venir, mais que pour l'instant, je pense qu'il y a différentes solutions qui vont émerger et qui vont être plus ou moins adaptées à l'implantation géographique et à ces variables de rentabilité. La quatrième étape, c'est la transformation en produit fini dont M. Launay a parlé longuement ce matin. Donc, pour illustrer cette étape de la transformation en produit fini, je prendrai l'exemple du séchage. Donc, sans rentrer dans le détail, comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas dans le domaine technique. De quoi on parle quand on parle de séchage? Puisque bien évidemment, on peut sécher les larves entières ou on peut sécher des larves qui vont être dégraissées au préalable. Et bien évidemment, si on déshuile en amont, on va avoir une quantité de matière à sécher qui est moindre. En plus, le fractionnement des phases lipidiques en amont va permettre d'avoir notamment avec va permettre d'avoir une huile qui est incolore, alors que si on déshuile en aval du séchage, on va obtenir au mieux une huile d'un beau jaune-orange, au pire une huile un peu marron. Et donc on va avoir différentes technologies qui sont sur le marché. Je tiens d'ailleurs aujourd'hui à noter qu'il y a, exposant au colloque, un certain nombre d'équipementiers, Flottweg, Arslev, HF et Mons, et je trouve que c'est un bon indicateur du développement de notre filière. Donc pour vous donner un exemple, le choix d'un outillage de séchage va être aussi drivé par un certain nombre de variables, la quantité à sécher, le coût de l'énergie, le prix du matériel et les charges variables, les consommables, etc. Et donc pour vous donner un exemple, un exemple assez frappant, entre un séchoir solaire, comme on en a parlé ce matin, donc qui est plutôt pour des unités artisanales dans des pays à fort ensoleillement, un séchoir solaire, une fois qu'on a fait l'acquisition du matériel, on n'a pas de charge variable puisque c'est le soleil qui est là. À l'opposé, on va avoir des technologies comme le micro-ondes où le générateur de micro-ondes, le magnétron, va avoir une durée de vie limitée de 8 à 10 000 heures, donc ça va revenir cher en consommable. Donc, sur le marché, on va avoir donc les fours statiques, je les ai indiqués ici uniquement, ils sont quand même réservés à des petites quantités et ont leur intérêt dans les unités pilotes. On va avoir sur catalogue un certain nombre d'équipements qui seront le drum dryer, le belt dryer, le disc dryer. Le disc dryer ayant fait totalement ses preuves dans l'industrie
l'industrie du fish meal et dans le rendering. Et puis, il va y avoir un certain nombre d'équipements qu'on peut développer sur mesure. Je pense ici au fluid bed dryer ou à l'atomisation. Donc, ces choix-là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, tiens, il faut absolument prendre tel séchoir, puisque effectivement, ça va être drivé par toutes les variables qu'on a. Et je pense que le plus important, c'est aussi la qualité des produits finis, parce que le coût de l'énergie et le prix du matériel, c'est une chose, mais ce que l'on cherche à obtenir, c'est un séchage qui n'altère pas la qualité des protéines, ni leur palatabilité, ni leur digestibilité. Il faut également que les protéines aient des qualités physiques, je pense à la granulométrie et à la fluidité, qui permettent aux farines d'insectes de rentrer facilement dans des chaînes d'aliments composés, de compound feed. Et finalement, c'est peut-être nos clients, donc les fabricants d'aliments composés, qui vont orienter la filière en amont en appréciant plus ou moins la qualité de telle ou telle farine. Donc ça, l'avenir nous le dira. Alors, pour terminer, donc, en conclusion, je dirais que l'année 2017 a été marquée par et pour moi une année charnière dans la mesure où elle a été marquée par le développement de partenariats et des investissements souvent conséquents qui montrent qu'on est véritablement en train de passer à une échelle industrielle. Je tiens d'ailleurs ici à souligner l'importance des associations de producteurs d'insectes, comme en Europe, l'IPIF, dont je salue ici le travail au niveau de l'évolution de la réglementation. Je citerai également, étant située en Asie, la nouvelle association de producteurs d'insectes qui s'appelle l'AFIA, dont le siège est basé à Bangkok et qui a à peine un an d'existence, mais qui essaye aussi, comme l'IPIF, de rassembler autour d'une table des compétiteurs autour de problématiques qui leur sont communes. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, je terminerai avec peut-être un petit peu de prospective, et je pense que le futur nous le dira, l'avenir nous le dira, mais qu'on va peut-être aller vers une segmentation de la filière avec, comme dans le secteur avicole, donc des écloseries, des unités qui font de l'écloserie, qui vendent des œufs, qui fabriquent des juvéniles, qui vendent des œufs. C'est déjà le cas en Chine, et avec des unités de grossissement. Ça permettrait à ces gens qui rentrent dans la filière insectes et qui se mettent sur le grossissement de ne pas avoir à gérer, traiter, analyser et faire toutes les étapes de recherche en amont sur la production de juvéniles. Et puis bien évidemment, à côté de ça, des gens qui se spécialisent dans le process industriel. Je pense que cette segmentation est en train de s'amorcer, mais donc, comme je vous le disais, l'avenir nous le dira. Pour terminer, je voudrais terminer sur une note cinématographique, parce que c'est mon dada, mais j'ai été frappée il y a quelques jours, je suis allée voir Blade Runner 2049. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le voir, mais les premières scènes se situent dans une ferme de production de protéines, et c'est une ferme de production d'insectes. Et donc, dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas dans celui d'Hollywood, l'insecte est véritablement la protéine du futur. Merci.